Madame, j'appelle les gars. Merci, madame. Dans le fond, ce que j'ai fait en même temps que j'étais allé au Nebraska, il y avait ça, c'était le mardi, mercredi, jeudi, puis le samedi, il y avait le Missouri Livestock Symposium au Missouri. C'était juste 11,5 km, juste en quête là pour peut-être y aller. Fait que, dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai traversé le pointeur ici. Le Nebraska au complet, là, parce que le voyage forme la jeunesse, ça maintient jeune, probablement. Fait que, du point A au point B, il y a 1100 km de distance. On sait que le Québec est grand, mais les États-Unis, c'est grand aussi. C'est juste un État que j'ai traversé pour aller au Missouri. Ça, c'est un peu voir. Dans le Sand Hill, que j'en ai parlé tantôt un petit peu, ça, c'est au nord du Nebraska. C'est vraiment, c'est des prairies, il n'y a pas d'arbres, le paysage est vraiment spécial, c'est trop dans le nord pour avoir des arbres. Puis des prairies, c'est des prairies comme ça, puis que tu promènes, puis tu vois des animaux qui sont au pâturage. Après ça, c'est vraiment une grosse densité, peu de densité animale par rapport aux végétaux. Puis les producteurs, il ne faut pas qu'ils labourent ces prairies-là, c'est du sable. Il faut conserver ça en cet état-là, il faut qu'ils gardent en fourrage selon la réglementation. Ça, c'est les systèmes d'approvisionnement d'eau qui est assez particulier, puis on voit ça plein au Nebraska. C'est tout simplement les éoliennes qui marchent, puis ça pompe de l'eau qui tombe dans un réservoir. Et ça, j'étais un peu comique, parce que quand j'étais en avion, je voyais des chemins, des routes croches, puis je me demandais c'était quoi ces affaires-là. Puis quand je suis arrivé en surface, c'est les abreuvoirs qui sont en plein milieu ou qui sont loin, puis c'est les routes à vaches qu'on voit là, qui sont croches. Fait qu'en avion, je voyais ça que c'était pas droit, je me demandais c'était quoi, mais c'est les animaux qui vont s'abreuver, qui suivent toujours la même route quand ils vont voir. Puis dans ces styles d'abreuvoir-là qui est installé un peu partout. Le résidu de maïs, le Nebraska, il utilise ça énormément aussi. Une fois que la récolte est récoltée, il y a plein d'animaux qui étaient dans les champs de maïs, qui ramassent, qui sont là pour 2-3 semaines, 1 mois. Puis ils récupèrent une grosse quantité de maïs, puis c'est comme ça qu'ils soignent les animaux pour un bon bout de temps. Après le pâturage, ils les mettent là-dedans pour que le maïs est récolté, puis c'est une façon qui est très, très commune pour eux autres. Les systèmes d'irrigation, comme je vous disais aussi, ces systèmes-là, j'en ai vu, ça a à peu près, je pense que c'est 150 pieds entre chaque roue. J'en ai vu qu'il y avait 12 roues. Fait que c'est 12 fois 150 qui tombent sur un circulaire. Pas calculer comment est-ce qu'il y a d'or. Touchette, t'es bon sur la calculatrice. Je sais pas si t'as comment d'or calculer ça. Mais parce que ça fait super grand, puis ces puits-là qui ont été faits dans les années 85 à 90 au Nebraska. Là, à ce temps, les producteurs n'ont plus le droit de faire de puits. Pour en faire un, il faut qu'ils ferment un autre parce que c'est à cause de nappe phréatique. Puis les producteurs, ils canalisent l'eau, pas les producteurs, mais toute l'industrie, l'eau des montagnes, la fonte des neiges qu'ils font. Ils ont des canaux pour récupérer l'eau de surface. Puis chacun qui cultive, il paye 15$ pour avoir accès à l'eau. Ça fait partie de l'industrie. Puis la problématique de l'eau, ici, on ne connaît pas trop ça au Québec, là, mais chez nous, à l'été, on trouvait qu'il n'avait pas gros. Mais c'est une réalité qui va être de plus en plus, je pense, mondiale, puis les autres, ils sont là-dedans. Puis ce qui est irrigué, la terre, une fois qu'elle est irriguée, là, ça vaut énormément. C'est toute grande culture, le sud, la partie sud du Nebraska, c'est du maïs grain qu'ils font. Fait que c'est une industrie et des machines, c'est vraiment impressionnant comme structure. C'est encore les paysages, là, on se promène, puis pendant 900 km du Nebraska, je n'ai presque pas vu d'arbres, c'est le paysage qu'on voit parce que les conférences qu'il y avait au Missouri Livestock, le Missouri Livestock, ils font ça à chaque année. C'est un peu spécial parce que ça semble être l'activité familiale de cette journée-là. Parce qu'il y avait, je pense qu'il y était 500 personnes, mais c'était de tout âge. Les familles étaient là. Le sénateur, je pense qu'il mettait 30 à 40 000. Le dîner était gratuit. Puis c'était plein de monde, c'était l'activité qu'il y avait le samedi. Dans les conférences qu'il y avait, ils touchaient à tout. Des conférences sur les chevaux, sur les reins, les chèvres, les chiens pour les animaux de ferme. Il y avait des conférences sur l'environnement à la ferme, quoi faire en cas de tornade, les sécurités, la subvention disponible, l'aménagement floraux. C'était vraiment là, très, très large ce qu'il y avait. Mais il y avait surtout un conférencier qui était très présent, c'est Ranching for Profit, qui est Dave Pratt.
Lui, dans la journée, il y avait 6 heures de conférence. Il y avait l'aréna, puis il donnait une conférence. Puis lui, c'est vraiment sur le coût de production. C'est assez particulier, son approche. C'est très, très basique. En tout cas, c'est très, très adapté aux fermes. Mais lui, il se veut sensibiliser les producteurs à faire plus d'argent. Puis comment est-ce qu'il charge pour une session? Il charge cher en style. C'est 2450 pour le premier d'entreprise. Le deuxième d'entreprise, c'est 1700. Ça fait au-dessus de 4000$ pour une entreprise qui connaît ce cours-là. Il donne ces cours-là depuis ça fait 17 ans. À travers, il a fait beaucoup de sessions au Canada et aux États-Unis. Je pense qu'il vit bien. En tout cas, une session de 25 personnes. Mais 300$, c'est pour ceux qui s'en rappellent tous. Oui, c'est ça. Un rappel, c'est ça. On ne rappelle pas qu'ils ont payé 4 000 l'année passée. Mais sauf que je vois quand même intéressant son approche. C'est vraiment simple, très très simple. Puis des témoignages. Puis vous allez sur son site web ranchingprofit.com. Puis en tout cas, quand on dit que 15% des fermes ne connaissent pas le coût de production, bien, si les autres, l'Université de Missouri, ils l'ont invité pour 6 heures, mais ça doit être parce qu'ils trouvent que ça a un impact sur les fermes. Puis là, c'était gratuit. Là. Mais ce qu'il veut donner, c'est l'objectif de donner des connaissances, des moyens aux producteurs de devenir rentables. C'est un cours sur une semaine, que des petits groupes, c'est vraiment des petits groupes de travail qu'ils font, qui est fait travailler. Lui, c'est un peu un gourou, je ne sais pas si ceux qui lisez Ranch Grass Farmer, Alan Sullivan, c'est un peu qui a commencé avec eux autres, puis il est parti à son compte là-dedans, des pattes. Dans le fond, c'est le moyen de comprendre la réalité des coûts de production pour sensibiliser les producteurs à cette démarche-là. Il explique c'est quoi la différence entre charges fixes et charges variables. C'est des exemples bien concrets de nos producteurs. Puis c'est intéressant. Le coût, je trouve qu'il est cher, mais ça semble être répondre à un besoin. C'est pratique et simple. C'est Beef Cattle and Forage. Eux autres, ce qu'ils mettent d'emphase sur, c'est les fourrages, dans le fond, qui touchent beaucoup les bovins. Mais c'est quoi une ferme bovine? C'est quoi l'entreprise? Les secrets de la rentabilité, comment calculer le coût de production, l'interprétation des ratios, c'est tous des chiffres qu'on parle ici aussi. L'équilibre entre travail et loisirs, ça c'est un petit peu aussi d'approche. Ici au Québec, on n'en parle pas beaucoup, mais la méthode holistique, c'est, en anglais, on en parle énormément, c'est comment avoir une entreprise, puis s'assurer qu'elle ait une qualité de vie, qui nous reste d'argent à la fin, mais c'est un peu cette approche-là qui vive aussi. C'est pas juste produire, mais c'est comment on fait pour qu'il y ait un équilibre. Un bilan équilibré, ben là, quand on parle d'achat un pick-up, ben, c'est-tu justifiable de payer le pick-up? Il fait beaucoup d'emphase là-dessus. Il y a beaucoup de questions-réponses, puis il faut travailler les participants. Dans la pensée conventionnelle, ce qu'il dit, c'est que l'élevage, c'est un style de vie pour une entreprise. C'est pour ça que 15% des producteurs n'ont pas le coût de production. Ici, peut-être, ça peut être appliqué comme ça. Dans Ranching for Profit, ce qu'il dit, bon, on a besoin d'une entreprise rentable pour avoir un mode de vie intéressant. Nous autres aussi, on est dans la même situation. Les producteurs de coût de production, ils ne savent pas. Je pense qu'on a d'ouvrage à faire là-dessus. Est-ce que c'est possible de donner une formation comme ça à 4 000$ par ferme? Je ne suis pas sûr qu'on a beaucoup d'acheteurs. 5 000, ben 4 200. En tout cas, ça, c'est sans taxe. Ça fait que les taxes inclus, on peut les tomber. Ici, c'est son approche qui est ça. La pensée conventionnelle, on trouve les moyens pour augmenter la productivité de 5 à 10 %. Lui, ce qu'il dit, on regarde, on lève l'hélicoptère, on trouve les moyens pour augmenter la rentabilité de 10 à 20 %. Là, il donnait des exemples des producteurs qui ont fait complètement différents des témoignages. Il ne dit pas ceux qui n'ont pas marché, là, mais c'est sûr qu'ils vendent beaucoup sa salade. Mais, puis à l'auditorium, c'était plein, tout le monde m'a écouté tout l'après-midi. Il est vraiment vendeur là-dessus. Pensée conventionnelle, trouver un moyen pour aller en ville. Ranch Profit, trouver un moyen pour éliminer les besoins d'aller continuer en ville. C'est simple, tu vois, son approche qu'il fait, c'est pas compliqué, c'est vraiment simple, mais ça semble répondre vraiment à un besoin. Ce qui parle, c'est gestion efficace, la gestion d'organisation, la rentabilité économique, les finances, le financement à court terme, donc moyen terme, la marge de crédit. C'est ça qui est son approche. Puis, je trouve ça intéressant comme fonctionnement.
La notion d'écologie, ça, l'écologie, c'est pas de quoi qu'on met beaucoup d'emphase ici au Québec, mais autant dans le restant du Canada ou l'Ouest canadien, l'équilibre entre les animaux, les canards, les oiseaux, la chasse puis la ferme, ils valorisent beaucoup ça, puis c'est une façon d'aller chercher un revenu additionnel, comme pour la chasse, comme des gars qui sont retraités qui vont en chasse, ils sont prêts à payer parce qu'ils ont de l'argent. Ça peut être quelle alternative? Je n'ai pas nommé personne. Ah ben ça, c'est une autre affaire. La gestion, la planification en temps de sécheresse, comment est-ce qu'on fait pour planifier, pour qu'on soit moins pénalisé quand on a une sécheresse? L'alimentation, la reproduction des troupeaux, l'efficacité de la main-d'œuvre, c'est tous les points qui touchent dans sa formation d'une semaine qui est suivie avec l'entreprise. Après ça, je suis allé visiter aussi, c'était complètement au coin du Missouri, un producteur, lui qui s'appelle Harold Trump, qui est à Lurie, Missouri. Il y en avait un autre producteur que je vais aller visiter, mais mon GPS était pas mal de le retrouver, puis on s'est parlé au téléphone, mais je ne l'ai pas trouvé. C'était complètement perdu. Là. Puis le Missouri, ça ressemble plus à nous autres parce qu'il y a des arbres. Par contre, les villages, les États-Unis, des places que c'est pas riche, mais ces villages-là sont vraiment très pauvres. Les fermes valent très, très cher, mais le restant du village, les maisons sont presque à l'abandon parce qu'il n'y a plus beaucoup de population. Lui, ce monsieur-là, il avait 2000 acres qui faisait la moitié grande culture puis moitié fourrage, qui avait à peu près 400 vaches. Sa ferme, elle valait 12 millions. Juste sa ferme. Puis à côté, tu as des petites maisons que tu regardes là, qui sont à l'abandon. C'est démesuré l'écart. Puis lui, ce qu'il me disait, il y avait son gars qui travaillait avec lui, qui est décédé il y a 4 ans du cancer à 40 ans. Puis il s'est rendu tellement cher qu'il n'est plus capable, il n'y a plus personne qui est capable d'acheter ça. C'est des compagnies qui achètent des fermes avec la valeur, puis comment est-ce que l'agriculture va virer, on ne sait pas. Lui, c'est un monsieur-là, c'est un producteur de grande culture, mais c'est un producteur d'élevage aussi, c'est un éleveur Angus noir. Il avait fait, ça c'est des taureaux d'élevage qui élèvent. Ces installations, même si sa ferme vaut 12 millions, ben ça c'est sa mangeoire d'animaux qui ne coûte pas tellement cher. Ces taureaux qui est fait comme en station, mais c'est à base d'un peu de grain et du fourrage, c'est bien simple, qu'il va vendre au printemps prochain. Il avait fait une vente de femelles 2 semaines avant. C'était des femelles qui avaient été synchronisées et inséminées. Et le prix qu'il avait vendu 2 semaines après, une moyenne de 1850. Quand on parle du prix des animaux ici de 18, 1900, 2000, ben c'est la même chose que là-bas aussi, là, ça suit la partie de la réalité. Ça, c'est du pur sang, c'est une valeur pur sang, on voit ces installations, ben ça, c'est son étable. C'est de la tôle, puis la tôle toute rouillée. C'est une ferme qui vaut 12 millions. Quand tu vois ça, c'est une philosophie aussi qu'il y a dans les producteurs de bovins, ici au Québec, on n'a pas tout à fait la même notion, mais l'investissement, c'est dans les animaux, dans les machineries, il y en a de machineries, c'est culture, on va voir son tracteur tantôt, mais les bâtiments, c'est bien simple, c'est même presque simpliste. Ça, c'est génisses d'élevage qui va vendre, les veaux du printemps, qui va vendre l'automne prochain là, aux éleveurs pur sang. Sont toutes des pédigris qui sont là-dessus. Ça, c'est son tracteur qu'il avait. C'est un petit tracteur de 400 forces. Je l'ai pris en photo juste parce que je trouve ça un peu impressionnant. L'autre chose qui m'impressionnait au Nebraska, là, moi en fertilisation, je suis vraiment pas fort, mais au mois de décembre, il applique l'ammoniac anhydre dans les champs à grandeur. Là, ben, c'est une autre dynamique. Le sol, quand il est à 50 degrés Fahrenheit, l'ammoniac anhydre est stabilisé et elle reste là jusqu'au printemps. Ici, on ne fait pas ça. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire ça différemment, mais ça, il appliquait ça, je pense, à 40 pieds de large quand c'est étendu, puis son l'ammoniac anhydre dans ses champs, c'est comme ça qu'il appliquait dans ça. Puis lui, c'est ça, sa ferme, elle valait 12 millions. Fait que c'est une réalité qui est comme lui, il est presque découragé parce que ça vaut beaucoup trop cher pour les nouveaux producteurs. C'est ça que j'avais au Missouri, dans le fond, c'est Ranch for Profit qui était un peu intéressant. Les autres, c'est des conférences. Les départements là-bas, c'est des conférences comme on fait avec nos producteurs, des unions bien d'informations, bien faciles. Fait que, si on a des questions.